Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 14 décembre 2024. Bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, les commissaires de police et les officiers de police de la promotion Manimpi, formés au sein de l'École nationale de la sécurité publique, sont sortis officiellement aujourd'hui. Il est important pour l'État d'avoir des forces de l'ordre prêtes à prendre leurs responsabilités et dignes de leurs fonctions, selon le Premier ministre et chef du gouvernement, durant la cérémonie officielle à Ivat aujourd'hui. Reportage signé Radroman Azatouf, Mervoulat Sferen sur les images d'Yves Janel. 30 commissaires de police, 50 officiers de police issus de l'École nationale de la sécurité publique d'Ivat, ou NSP, sont sortis officiellement aujourd'hui après avoir suivi une formation pendant 2 ans. C'est durant cette cérémonie qu'ils ont reçu leur grade. La cérémonie a été sous la tutelle du Premier ministre et chef du gouvernement, avec quelques membres du gouvernement et des hauts gradés. Cette nouvelle promotion porte le nom de Manimpi, qui a pour objectif d'aider la population, selon le ministre de la Sécurité publique, dans son discours. Le Premier ministre et chef du gouvernement affirme que le défi de l'État est d'avoir des forces de l'ordre qui aident la population et près d'eux. Il est important d'avoir des forces de l'ordre dignes de leurs responsabilités et de leurs fonctions, affirme le Premier ministre. 3 cérémonies ont été tenues à l'ENSP aujourd'hui. Outre la sortie de la promotion Manimpi, il y a eu la passation de commandement entre le nouveau directeur de l'École nationale de la sécurité publique et l'ancien directeur. Il y a eu également l'inauguration de diverses infrastructures de l'école. Dans les actualités politiques, la CENI a publié les résultats provisoires de 6 communes vers 14 h aujourd'hui, notamment pour les communes d'Amatunjazak, Mboumbe et Anjoui, Fénéri-Vest, Mbalakida, Tsrounmandit et Mourndave. La plateforme politique Irmar est en tête des résultats provisoires de la CENI dans ces 6 communes. Mervoulat Sferen nous en dit plus. Selon les tendances des résultats provisoires sortis par la CENI vers 14 h ce jour, les candidats présentés par la plateforme Irmar dans les communes d'Amatunjazak, Mboumbe et Anjoui, Fénéri-Vest-Nanan, Mbalakid, Tsrounmandit et Mourndave sont en tête des résultats. Commune d'Amatunjazak, 15 bureaux de vote sur les 39, voix obtenues, 1977, soit 56,47% pour le candidat de l'Irmar, Ratafita Souloufou Arvouni Fanantenan. Commune d'Mboumbe, 92 bureaux de vote sur les 100, voix obtenues, 8502, soit 60,64% pour le candidat de l'Irmar, Ndjanambin Soul Aimé. Commune de Fénéri-Vest-Nanan, 21 bureaux de vote sur les 29, voix obtenues, 1150, soit 43,2% pour le candidat de l'Irmar, Manir Sourali Stewan Miwani. Commune d'Mbalakid, district de Mahazanga 2, 7 bureaux de vote sur les 9, voix obtenues, 509, soit 34,42% pour le candidat de l'Irmar, Rafal Nirina Roberto. Commune de Mourndave, 43 bureaux de vote sur le 49, voix obtenues, 1918, soit 26,54% pour le candidat Irmar, Angelintenen Gilberto. Et pour la commune de Tsrounmandit, 37 bureaux de vote sur les 38, voix obtenues, 2479, soit 41,92% pour le candidat de l'Irmar, Azafinje Douy Mananzarzone. Et justement, au vu de ces tendances provisoires concernant les résultats des élections, il est indéniable que les électeurs ont pu exprimer leur choix à travers le scrutin du 11 décembre. Que ce soit les députés que les citoyens, tous ont exprimé le besoin de sérénité et de calme dans l'attente des résultats définitifs des élections. Toujours un reportage signé Mervoulat Sferen et Anzara Zonarville. L'heure n'est plus au trouble selon les citoyens que nous avons croisés aujourd'hui. Les électeurs ont fait leur choix et chacun doit attendre dans le calme les résultats définitifs des élections. Un avis soutenu également par les députés de Madagascar qui disent non à toute tentative de déstabilisation. La plateforme Irmar est un parti politique qui a sa force et cela a été prouvé par les élections de mercredi dernier. Ainsi, les résultats officiels doivent être attendus dans le calme. D'après les tendances provisoires sorties par la CENI, la plateforme Irmar est en tête des résultats des élections communales dans les 5 provinces, notamment Antananarive, Tuamasen, Tuliar, Mahazang et Fenarantso. D'après le calendrier sorti par la CENI, les résultats définitifs devront sortir le 24 décembre prochain.
Dans la page économique de ce soir, une entreprise chinoise en charge de la construction de la route nationale 12A reliant Tolagnar à Wangenjan a utilisé de manière illégale le sable contenant de l'île Ménite appartenant à l'entreprise QMM. À la suite d'une plainte du QMM, le ministre des Mines et les autorités locales se sont rendus sur place pour évaluer la situation et trouver une solution au problème. Reportage de Rose Christelle Rakout-Malal. Les travaux de réhabilitation de la RN12A reliant Tolagnar à Manantine, Manabunj et Wangenjan se poursuivent. Ces travaux sont réalisés par une entreprise chinoise. Cependant, cette dernière a extrait du sable contenant de l'ilménite dans 6 endroits appartenant à QMM, situés sur le site de Mandine, pour les utiliser dans la construction de la route. Cette situation a conduit l'entreprise QMM à déposer une plainte auprès du ministère des Mines. C'est notre concession, donc elle est marquée par ce carré-là, voilà. Et on est effectivement donc plein des dents, donc on n'est pas sur la frontière, on est carrément des dents. Oui. Et ce qu'on a discuté tout à l'heure, en fait, ils avaient besoin de... Ce qu'on a compris, hein, c'était comme des sables pour la construction, mais ils auraient dû demander l'utilisation d'un gîte d'emprunt. La pureté donc, en fait, du minerai se trouve à 2 mètres sur une surface de 2 à 4 mètres. C'est là où se trouve le plus pur de notre gisement. Donc dans la frange de 2 mètres. C'est ça qu'on est en train de gratter. Donc c'est ça que, donc ça c'est ici des tonnes d'ilménite qui sont enlevées. Un impact, donc bien sûr, coût direct, indirect. Mais c'est combien de pourcents d'ilménite sur... Face à cette situation, le ministre des Mines et les autorités locales se sont rendus sur place pour évaluer la situation et tenter de résoudre le conflit. Selon les déclarations des responsables chinois, ils ignoraient que les terrains exploités appartenaient à QMM. Il leur a été expliqué qu'ils pouvaient demander une autorisation de gisement, d'emprunt, pour exploiter les sables nécessaires à la construction si besoin. Donc vous avez pris du sable, c'est pour la construction ou c'est pour... Oui, c'est pour la construction de la route. Vous voyez à côté, c'est pour le remplissage technique des suffrages terre. Donc pour la prochaine fois, si vous voulez avoir des sites d'emprunt, c'est pour ça qu'on a réuni tout le monde aujourd'hui. Il y a une procédure à suivre. Donc vous ne pouvez pas tout simplement prendre comme ça directement sans avoir suivi les procédures. Parce qu'on a reçu jusqu'au gouvernement l'information que vous avez pris du sable de Rio Tinto. Vous avez volé. Volé. Vous avez volé. On arrête tout de suite. Pour la prochaine fois, vous avez besoin des sites d'emprunt, vous avez besoin du sable. Vous pouvez faire la demande et voir où est-ce que vous pouvez le prendre pour éviter que ça se répète. Oui, bien sûr. On va faire comme ça. À l'issue de cette rencontre, l'entreprise chinoise a accepté d'arrêter l'exploitation sur les terrains appartenant à QMM. Les travaux de construction de la route nationale RN12A se poursuivent néanmoins. Dans la page sportive, des joueurs au visage radieux, c'est ce qui a été remarqué lors de l'arrivée de l'équipe nationale de pétanque aujourd'hui, de retour au pays, après avoir concouru pour le championnat mondial qui s'est tenu à Dijon, en France, la semaine dernière. Si l'on revient au résultat, l'équipe nationale malagache de pétanque a obtenu la médaille d'or en tir de précision et vice-champion du monde en triplette. Anzar Aznavil nous en dit plus. L'équipe nationale malagache de pétanque est de retour dans le pays et a été accueillie par les fans de pétanque et la population malagache qui se sont montrés reconnaissants de leur exploit durant le championnat du monde. En effet, Jean-François Rakoutonjenbe, ou Zigle, a été sacré champion du monde de tir de précision. La préparation est le seul garant de cette réussite, malgré les diverses difficultés et les épreuves qu'ils ont dû traverser. De plus, Zigle a été désigné meilleur joueur durant ce championnat du monde 2024. Ce retour est aussi un moment de débriefer avec ces boulistes malagaches, notamment sur le fait qu'ils n'ont pas obtenu le titre de champion du monde de triplette. Rappelons que Madagascar a fait face à l'Italie durant la compétition avec un score final de 13-11. Nous avons été vaincus sur ce score et détenons le titre de vice-champion du monde. Un résultat qui n'est pas du tout décevant car nous avons fait de notre mieux et nous sommes prêts à rattraper nos erreurs, affirme Tinakil, un des boulistes malagaches. Le résultat est ainsi satisfaisant et cela a permis aux joueurs malagaches de montrer leur talent et leur savoir-faire aux yeux du monde.
De plus, grâce à ce résultat, Madagascar est déjà qualifié pour le championnat du monde de 2026. Et toujours dans cette page économique, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce s'ouvre au public pendant 2 jours, les 17 et 18 décembre prochains, pour renforcer la proximité et faire connaître aux citoyens, aux entreprises et partenaires du ministère du Commerce et de l'Industrialisation leurs responsabilités. Ainsi, 2 journées portes ouvertes seront organisées dans les locaux du ministère à Mboïda. L'objectif de cet événement est d'informer sur le travail effectué et le programme de travail de ce département, ses réalisations et ses projets, ouvrir un espace d'échange et de dialogue avec les acteurs économiques, les citoyens et les partenaires techniques et financiers, mettre en valeur les projets qui favorisent les innovations pour améliorer le secteur industriel et commercial dans le pays et augmenter la confiance, notamment pour démontrer une volonté de prendre la responsabilité et de créer un environnement de travail bénéfique et suivant les normes pour les acteurs économiques. Diverses expositions sont au programme avec la participation des partenaires techniques et financiers des départements placés sous la tutelle du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Aux actualités sociales, 150 étudiants sortant pour cette année 2024 issus du Centre national d'enseignement de la langue anglaise, UCLELA, ont obtenu leur diplôme cette semaine dans le cadre de la célébration des 50 ans du centre. Et toujours dans le cadre de ces 50 ans, des conférences débats ont été également initiées par le CLENA ainsi que l'ouverture de la 3e branche du centre à Barekadim et Touamassen. Reportage. Le Centre national d'enseignement de la langue anglaise, ou CNELA, est parmi les centres les plus réputés en matière d'enseignement de l'anglais dans le pays. C'est un centre à caractère public, sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le CNELA accueille 1000 étudiants tous les 3 mois pour Antananarivo et environ 200 étudiants pour les branches du centre à Touamassen et à Swavnanjin. Le centre comprend également 60 enseignants. Pour cette année 2024, le CNELA a sorti 155 étudiants. La remise de leur diplôme a été effectuée le mardi 10 décembre 2024 dans le cadre de la célébration des 50 ans du centre. La directrice de communication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné dans son discours, lors de la célébration et la remise de diplôme, que la langue anglaise est devenue un outil incontournable dans tous les domaines sans exception et surtout, c'est la langue la plus parlée dans le monde, raison pour laquelle il est primordial de l'apprendre. La langue anglaise est aussi un outil pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, s'inscrivant dans les objectifs du ministère en coordination avec la politique générale de l'État. Plusieurs activités ont été déjà initiées par le CNELA dans le cadre de ces 50 ans, notamment des forums, des conférences-débats en octobre 2024, mais aussi l'ouverture d'une 3e branche du centre à Barekadim, Touamassen. Aux actualités internationales, les larmes et les cris de joie des Sud-Coréens fusent dans un Séoul glacial, saluant le vote par le Parlement de la destitution du président Yoon Suk-yeol après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. France 24. Ils laissent éclater leur joie, leur émotion, et les rues autour du Parlement de Séoul se transforment vite en grande fête populaire. Je suis si émue et je pense que le peuple a gagné. Je souhaite que Yoon Suk-yeol soit démis de ses fonctions le plus rapidement possible. Quelques instants plus tôt, tout le pays retenait son souffle et des dizaines de milliers de Sud-Coréens étaient venus sur place attendre le résultat du vote de leurs députés. Après l'échec d'une première motion de destitution du président, la seconde tentative est la bonne. La motion de destitution du président Yoon Suk-yeol a recueilli 204 voix pour et 85 voix contre, sur un total de 300 votes exprimés. Les 192 députés d'opposition ont donc réussi à faire basculer 12 membres du camp présidentiel de leur côté pour dépasser les 200 voix nécessaires à la chute du président. Yoon Suk-yeol est démis de ses fonctions. Il paye ainsi sa tentative d'instaurer la loi martiale dans la nuit du 3 au 4 décembre dernier, qui avait choqué une grande partie de la population. De nombreux habitants de la capitale étaient d'ailleurs venus immédiatement empêcher les militaires de prendre d'assaut le Parlement.
Alors qu'il est accusé d'avoir tenté ce coup de force pour échapper à des poursuites judiciaires, le chef de l'État s'est exprimé de manière ambiguë après l'annonce de sa destitution. Bien que je doive maintenant me retirer pour un certain temps, le voyage que j'effectue avec les citoyens depuis 2 ans et demi ne doit jamais s'arrêter. Je n'abandonnerai jamais. Le Premier ministre est chargé de l'intérim, en attendant que la Cour constitutionnelle valide ou non la destitution dans un délai de 180 jours. Le dernier espoir des partisans de Yoon Suk-yeol, des milliers d'entre eux étaient également réunis ce samedi pour lui apporter leur soutien. Et en Syrie, depuis la chute de Bachar al-Assad, plusieurs de ses propriétés ont été pillées et saccagées. C'est le cas de sa résidence d'été près de Latakia au nord-ouest du pays. Le dictateur déchu avait l'habitude d'y passer ses vacances en famille. Asma et Bachar al-Assad voulaient montrer une image d'un couple moderne, tandis qu'en réalité, il martyrisait tout un peuple. France 24. De l'extérieur, une villa luxueuse en bord de mer. Mais à l'intérieur, il ne reste plus rien du faste d'antan. Tout a été pillé ou endommagé dans ce qui servait jadis de résidence d'été au clan Assad. Une façon pour les Syriens d'effacer son héritage. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec l'argent du peuple. Quand vous regardez à l'intérieur de la villa, c'est indécent. Un sentiment partagé par cet ancien cycliste professionnel. Il a parcouru une 40aine de kilomètres pour visiter les lieux. Je n'en crois pas mes yeux. Ils ont construit quelque chose que je n'avais jamais vu de toute ma vie, de toute notre vie en Syrie. En plus de la villa et sa plage privée donnant sur la Méditerranée, le site comprend plusieurs jardins et un sentier de promenade. Je ne veux pas qu'on le donne à quelqu'un d'autre, à un autre président ou quelque chose comme ça. Il faut que ce soit pour le peuple. Certains des visiteurs avaient été chassés de chez eux au moment de la construction il y a une 50aine d'années. Comme un symbole du pouvoir déchu, les voilà de retour dans la zone. Et puisqu'on a parlé de Bachar al-Assad, justement, un sommet se tient en Jordanie sur l'avenir de la Syrie aujourd'hui. Bachar al-Assad sera-t-il un jour jugé? Il est poursuivi depuis novembre 2023, notamment en France, pour complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques meurtrières d'août 2013, imputées au régime. France 24. 21 août 2013, au cœur de la nuit. La Ghouta orientale, bastion de l'opposition syrienne près de Damas, est attaquée au gaz sarin. Un agent neurotoxique mortel qui provoque la mort d'environ 1400 personnes, principalement des femmes et des enfants. La Russie et le régime de Bachar al-Assad pointent du doigt l'opposition. L'ONU, elle, estime que le gouvernement est responsable du massacre. Plus de 10 ans après les faits, le souvenir de cette nuit d'horreur est encore intact dans la mémoire de Wafika. Elle a perdu ses 2 fils dans l'attaque. Ils me les ont amenés et m'ont dit « Tiens, prends tes fils, ils sont devenus des martyrs ». Ils nous ont dit qu'ils ont été tués dans une attaque chimique. Ils les ont ramenés nus et quelque chose sortait de leur bouche. Ce n'était pas du tout normal. C'était comme du savon qui sortait de leur bouche. Depuis, la Syrie a certes intégré l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, sous la pression internationale, mais elle n'a pas respecté pour autant l'obligation de lister ses armes et de les détruire totalement. À la chute du régime de Bachar al-Assad, Abu Mohamed al-Jolani, le chef islamiste de la coalition rebelle désormais au pouvoir, l'a promis. Il protégera les stocks restants et veillera à ce qu'ils ne soient pas utilisés. Mais au-delà des frontières syriennes, l'inquiétude gagne déjà du terrain. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est dit fortement préoccupé par la situation et l'OIAC s'est-elle réunie en urgence à La Haye. Son directeur général a déclaré avoir reçu des signaux positifs de la part de la Syrie, mais toujours aucune demande formelle. La priorité de l'organisation sera désormais de s'engager avec les nouvelles autorités syriennes dès que possible et de travailler avec elles pour enfin déterminer l'étendue complète du programme d'armes chimiques syrien, afin de garantir que le risque de prolifération ou d'utilisation d'armes chimiques soit contenu. Selon le Global Public Policy Institute, au moins 349 attaques chimiques vérifiées auraient été comptabilisées entre 2012 et 2019, faisant des dizaines de milliers de victimes.
Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Venom, The Last Dance. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.